Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne rentrée. Pour ceux qui ont des gosses, je sais que c'est un moment un petit peu fatigant, un petit peu parfois aussi triste, anxiogène, etc. Mais bon, c'est la rentrée, c'est certainement aussi le moment pour beaucoup d'entre vous de se remettre dans le droit chemin. Je ne sais pas si le droit chemin c'est le bon terme, mais j'espère en tout cas que vous avez bien profité, et pour ceux qui n'ont peut-être pas encore d'enfants ou qui ont un planning qui peut se moduler un petit peu comme ils souhaitent, que vous allez passer de bonnes vacances. Voilà. Alors le sommaire du jour, on va parler de montres connectées, d'antioxydants et de respiration anti-stress. Donc ce sont des sujets que j'ai trouvés pour vous. Il n'y a pas beaucoup de sujets, même si là la rentrée a approché, et alors je ne sais pas si tout le monde reprend en même temps, parce que là, quand vous écoutez le podcast, si vous l'écoutez à sa sortie, on est le 5, mais je ne sais pas si l'intégralité, en tout cas pour peut-être les collégiens et tout, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais je ne sais pas si le rythme de rentrée est le même partout. Bref, pour nous adultes en tout cas, septembre c'est le signe de la reprise, et donc on va parler de tous ces sujets-là. Alors podcast plutôt orienté style de vie santé que fitness, même si pour moi dans le monde du fitness on peut inclure tout ça, mais on est un petit peu plus axé là-dessus parce que ce sont des sujets tout simplement en lien avec ça. Et je ne vais pas perdre de temps, on va commencer par le premier. Donc, comment votre montre connectée pourrait aider à dévoiler les secrets des maladies modernes. Alors, comme d'habitude, tous les articles dont je parle ici sont linkés dans les notes de l'émission afin de pouvoir retrouver à la fois les sources, citer les auteurs, etc., etc. Donc les montres connectées et autres dispositifs portables pourraient révolutionner la recherche médicale, selon un article de WebMD. Donc ces technologies pourraient permettre de surveiller de manière proactive notre santé plutôt que de réagir uniquement en cas de maladie. Donc la pandémie de ce qu'on a bien connu il y a quelques années là, a souligné l'importance de prendre en main notre propre santé, ce qui a conduit à une augmentation de l'utilisation de la télésanté et des visites virtuelles. Donc Venk Varadan, cofondateur et PDG de Nanowire, évoque le développement de vêtements intelligents qui pourraient aider à améliorer notre santé. Donc on s'imagine déjà à quoi ça pourrait ressembler. Donc ces vêtements dotés de capteurs peuvent capturer des données de notre corps et les envoyer dans le cloud pour analyse. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour apporter des modifications à notre mode de vie ou pour aider les médecins à traiter les maladies. Donc Varadan souligne que ces vêtements pourraient jouer un rôle crucial dans le diagnostic et la gestion des maladies chroniques. En fin de compte, l'avenir de la surveillance de la santé pourrait reposer sur des textiles et des tissus, offrant une vision plus complète et continue de notre bien-être. Alors je sais que là, il y a du pour et du contre. Le pour, alors on commence par le contre rapidement. Le contre, c'est quoi ? Le contre, c'est qu'à partir du moment où nos données montent dans le cloud, des données de santé, et surtout plus ou moins en temps réel, parce que si vous le portez du matin au soir, il y aura le pyjama connecté, le slibard connecté, etc. Donc en permanence, vous allez envoyer des informations sur votre état physiologique à un instant T. Un instant T, mais un instant également plus que T, puisque ça sera tout au long des 24 heures, enfin tout au long du moment où vous allez porter le vêtement, ou les vêtements. Donc la phase négative, c'est que ces données-là pourraient tomber par inadvertance dans la poche des mutuelles ou des assurances.
Et donc du coup, vos cotisations ne seront plus les mêmes en fonction de vos constantes, de vos résultats. Parce qu'il est bien évident qu'une personne, prenons du recul, une personne qui a l'intégralité, qui va envoyer des données grâce à ces vêtements-là, avec une glycémie dans les clous, avec des triglycérides, du cholestérol, etc. Même si le cholestérol aujourd'hui c'est un peu bancal, mais on va dire des constantes correctes pour par rapport à ceux qui ont des problèmes de santé. Celle-ci serait plutôt celle qui reflèterait plutôt un état de santé normal, parce que bonne santé c'est ambigu comme terme, mais on va dire une santé normale. Est-ce que c'est normal que cet individu-là paye la même cotisation de mutuelle ou d'assurance ou peu importe que celui qui a toutes ses constantes dans les choux parce qu'il fait un peu n'importe quoi avec son mode de vie? Alors vous allez me dire, oui, on doit tous être égaux et tout ça dans le traitement. Je suis d'accord, mais ça crée quand même une espèce de séparation entre ceux qui vont faire attention, donc qui vont faire attention à leur mode de vie, et ceux qui ne vont pas faire attention. Mais à ça, il faut ajouter une troisième catégorie, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sportif, et ça c'est vraiment là-dessus que je veux vraiment appuyer moi dans mes podcasts, c'est pas parce que vous êtes sportif, que vous mangez sainement, etc., que vous êtes totalement à l'abri des pathologies modernes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être touché par du diabète, par de l'hypertension. Alors, bien sûr, vous avez moins de risques qu'une personne qui fait tout mal. Mais ça peut quand même arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne-là aussi, on lui fait payer plus cher ses cotisations parce qu'elle a envoyé des données erronées alors qu'elle fait déjà tout ce qu'il faut. C'est là où, en fait, moi, les cotisations, si on devait rentrer dans une espèce de truc... Parce que les gens disent « Ouais, non, mais toi, tu vois le côté négatif. » Mais le côté négatif, en fait, si vous regardez bien dans les nouvelles technologies, au début, on le voit pas trop. Puis au bout d'un moment, on se dit « Mince, on s'en est servi pour ça, quoi. » Et vous inquiétez pas qu'une technologie aussi novatrice, des gros groupes industriels, en tout cas des gros professionnels, notamment des professionnels qui vous vendent de la couverture santé, de l'assurance et tout, c'est une statistique qu'ils n'ont pas aujourd'hui et qu'ils vont vouloir demain, forcément, puisque plus ça sera pointu, parce que leur but c'est quoi ? C'est d'assurer au mieux les gens, de manière à ce qu'eux aient le moins besoin de payer. La logique du business, c'est ça, c'est de créer les contrats les plus pointus possibles pour que les montants des cotisations des gens reflètent, qui gagnent de l'argent, peu importe l'individu. Même avec un individu en mauvaise santé, il faut qu'il gagne de l'argent. Donc ces cotisations vont devoir être plus élevées. Il n'y a pas de moyen où vous prenez une assurance et ça vous rapporte à vous de l'argent. Hein. Sauf si vraiment il vous arrive une tuile sérieuse, mais une tuile très très sérieuse. Malheureusement, en règle générale, si c'est très sérieux, c'est pas pendant longtemps. Bref, donc ça c'est le côté négatif, et moi mon point de vue c'est que s'il doit y avoir des avantages au niveau des cotisations et tout, c'est pas sur les constantes à un instant T ou etc, c'est plutôt des comportements. C'est-à-dire que je crois que c'est dans des pays scandinaves, je sais plus, il faudrait que je retrouve ces données-là, mais quand vous prenez par exemple de la glucosamine ou de la chondroïtine, votre mutuelle est légèrement moins chère arrivé à un certain âge. Donc en fait, il faut prouver que vous avez des comportements allant dans le sens de la prévention. Alors certains vont crier à anti-liberté ou je sais pas trop quoi, mais quand même, ça me semble plus cohérent que de se baser sur des vêtements et qui vont envoyer des informations, parce que là, c'est du flicage biologique, quoi. Bref, le côté positif maintenant, parce qu'il y en a quand même, hein. Imaginez-vous, vous sortez courir et vous avez votre tenue connectée qui vous indique que là, Coco, si tu vas courir maintenant, t'es proche de l'hypoglycémie, donc soit tu manges un petit truc, soit t'emportes avec toi un petit stick de gel glucidique, ou même ça pourrait dire tes électrolytes sont un peu dans les choux, tu t'es trop hydraté et du coup t'as un peu trop dilué tes électrolytes, donc prends avec toi une boisson électrolyte, ou à l'inverse, tu t'es trop chargé, enfin bon voilà, trop chargé en sodium ou j'en sais rien. C'est le temps, t'es légèrement déshydraté, donc c'est le temps de t'hydrater. Bref, ce genre d'information, c'est une forme... Alors, il y en a qui diraient c'est une forme de dopage, donc c'est un avantage sur celui qui ne l'a pas, donc on est d'accord.
mais ça ne fait qu'être plus pointu avec sa biologie. Moi, je suis rien contre ça, hein. C'est-à-dire que si biologiquement, physiologiquement, on est en manque de glucose, ou en excès d'ailleurs, ou peu importe, c'est quand même intéressant de savoir où on en est. Alors j'ai pris 2 constantes, là, j'ai pris la glycémie, et j'ai pris les électrolytes, le niveau d'hydratation, les minéraux, mais il pourrait y en avoir tout un tas d'autres. Ça pourrait peut-être voir l'excitabilité du système nerveux parasympathique et sympathique, ça pourrait voir tout un tas de choses comme ça qui permettraient de savoir si c'est le moment de pousser lourd, le moment de pousser léger, le moment de plutôt faire du cardio, le moment plutôt de faire de la musculation, parce que ça pourrait prendre peut-être également la tension artérielle, etc. Donc toutes ces choses-là pour le sportif, c'est génial, puisqu'imaginez-vous en temps réel savoir ce dont vous avez besoin pour performer. C'est génial, c'est génial. Après, est-ce qu'il va y avoir une clôture réelle entre vos données et le monde de l'achat-revente des données? Là, c'est problématique, parce que tous ces trucs-là, quand il y a de la donnée, ce qui leur rapporte le plus d'argent, c'est pas de vous vendre le produit, ce qui leur rapporte le plus d'argent, c'est de vendre les données qu'ils vont récolter. C'est comme ça. Alors le plus gros business, hein, regardez tous les gens qui sont dans la tech, ils vous expliquent bien ça. Le plus gros business de toutes ces choses-là connectées, ça n'est pas le produit, c'est ce qu'ils font de ce que fait le produit. Donc le produit vient sucer vos données, donc un smartphone, une montre connectée et tout, et après ils vont vendre ça au plus offrant, entre guillemets, hein. Pour exemple, c'était un petit peu, vous savez, comme les cafetières très à la mode là, dans les années début des années 2000, là, tout le monde voulait cette fameuse cafetière avec George Clooney. La cafetière n'était pas excessive, mais par contre c'était les capsules qui coûtaient un bras, quoi. Et puis en plus ils avaient le brevet pendant 5 ans, donc ils ont pu bien se gaver. Puis quand le brevet est tombé dans le domaine public, il y a eu des nouvelles capsules et des nouvelles formes qui sont sorties comme par hasard. Bref, mais bon, le café n'était pas mauvais non plus, mais il me semble qu'il y avait quelque chose en plus que du café dans les capsules, parce que le goût, je ne l'ai jamais retrouvé dans aucun autre café. Bref, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute qui travaille pour Nespresso, et qui m'avait... Enfin bon, s'il peut me donner ces infos-là en privé, je pourrais peut-être les partager en privé sans le mentionner. Mais bon, bref, voilà, je envoie une bouteille à la... Mais bon, bref, je viens de citer la marque, donc je ne suis pas très malin non plus. Deuxième sujet, donc voilà, donc des vêtements connectés qui vont être à la portée de tous et toutes pour être dans la modernité. Et puis, ça pourra permettre de, justement... Moi, je trouve que pour le sportif, ça peut être pas mal, quoi. De toute façon, à partir du moment où on a accepté le smartphone, hein, j'ai envie de vous dire, on a accepté tout, quoi. Antioxydants et croissance tumorale, une découverte surprenante. Alors, vous savez, il y a 2 façons de faire de l'actualité, de la vulgarisation scientifique, etc. Il y a traiter uniquement des sujets que vous avez envie de mettre en avant parce que ça a un intérêt pour vous, et il y a mettre en avant tous les sujets, même quand ceux-là ou ceux-ci dérangent un petit peu. Et celui-là en fait partie. Une étude récente de l'Institut Karolinska révèle que la vitamine C et d'autres antioxydants stimulent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs du cancer du poumon. Alors des nouveaux vaisseaux sanguins, si vous irriguez, donc si vous mettez des nouveaux vaisseaux sanguins au niveau d'une tumeur, vous l'irriguez mieux, donc en fait vous la câblez mieux pour qu'elle grossisse en gros, quoi, hein. Donc cette découverte renforce l'idée que les compléments alimentaires contenant des antioxydants peuvent accélérer la croissance et la métastase des tumeurs. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les antioxydants ont un effet protecteur, le professeur Martin Bergo, à la tête de l'étude, indique que ces antioxydants activent un mécanisme favorisant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui nourrissent les tumeurs, facilitant ainsi leur croissance et propagation. Les antioxydants, bien que neutralisant les radicaux libres nocifs, peuvent s'avérer dangereux en surdose. Donc notez bien cette partie-là, en surdose, hein. Donc Bergo conseille la prudence avec les suppléments antioxydants, surtout pour les patients atteints de cancer ou à risque élevé. L'étude a également identifié un mécanisme inconnu auparavant, montrant que les tumeurs peuvent former de nouveaux vaisseaux sanguins, même en présence de niveaux normaux d'oxygène. Ces découvertes pourraient ouvrir la voie à des traitements anticancéreux plus efficaces à l'avenir. Donc vous voyez bien que
tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, et que de savoir d'où on vient, ses gènes, etc., ça va devenir... En fait, c'est... Par rapport à la médecine, on en parle assez souvent, vous savez, de dire oui, on vit de plus en plus vieux, c'est génial, etc. Bon, oui, pas forcément en bonne santé d'ailleurs, mais c'est normal, puisque si on vit plus vieux, on découvre des maladies qu'on ne connaissait pas avant, puisque c'est des maladies liées à l'âge, et que cet âge-là, on n'y arrivait pas avant, donc on ne pouvait pas les connaître, puisque l'âge, cet âge atteint est nouveau. Deuxième chose, si on vit plus vieux aussi, c'est grâce à la prévention. C'est pas grâce au phénomène de l'année 2023 qu'on fait qu'on vive plus vieux. C'est tout simplement parce qu'il y a davantage de prévention. Cette prévention permet de traiter en amont des choses qui, détectées trop tard, nous mettraient sur le tapis, au tapis, quoi. Et ben ça en fait partie également. C'est-à-dire que d'être capable de savoir si on est porteur d'un gène qui est susceptible d'être déclenchant pour une forme ou une autre de pathologie, de cancer ou autre, ça permet en amont d'adopter un style de vie qu'on sait protecteur par rapport à ça. Et c'est évident que si par exemple vous, demain je vous dis vous êtes, à risque de cancer par exemple de poumon là pour le coup de cancer du poumon, très à risque, est-ce que vous avez envie de vous gaver d'antioxydants sachant ce que je viens de vous dire ? Alors vous allez me dire oui mais l'étude elle est financée par qui, etc. Moi je vous donne de l'information ici. Après, vous pouvez aller regarder. Peut-être que vous aurez envie de prendre le risque ou non. Ça vous regarde. Je préfère rester, moi, sur les journaux que je regarde, ils sont quand même, relativement sérieux. Hein. C'est pas, je m'amuse pas à regarder. Je vais pas sur Google Actualité pour vous faire le podcast. Hein. Donc, évidemment, ce sont des sujets qui vont faire des gros titres. Mais j'essaye de vous donner quand même un texte. C'est pour ça que je vous dis en excès dans certains cas. C'est pas pour tout le monde, ça va déclencher le cancer. Parce que les articles putaclic, ça va être quoi ? Ça va être les antioxydants donnent le cancer. Bim, ça va être ça. Sauf que j'essaye de vous mettre de la nuance en expliquant que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ce sont des nuances en fonction. Un individu peut profiter là pour les radicaux libres, pour éviter d'avoir des problèmes avec un excès de radicaux libres, de consommer des antioxydants, donc c'est quoi, de manger des myrtilles, des choses comme ça, et un autre va en payer le prix fort. Alors, je pense pas que ce soit... là, il parle pas directement, par exemple, des fruits, des baies sauvages. C'est vraiment les compléments alimentaires. En tout cas, c'est de l'information pour être un petit peu mieux armé. Alors, si les médecins qui m'écoutent, etc., je sais qu'il y en a qui m'écoutent, vous pouvez aller sur le lien que je vous ai mis pour aller lire l'intégralité de l'article, qui vous mènera en bas. Vous avez le lien pour l'étude et vous avez un PDF, alors qui est en anglais, mais vous avez l'intégralité avec les graphiques, etc., quoi. Donc voilà pour ce sujet qui est un petit peu, vous savez, ça fait... Quand on aime bien avancer dans un domaine, se dire les vitamines, les compléments alimentaires de vitamines et tout, c'est génial, c'est protecteur pour tout, etc. Et quand on tombe là-dessus, ça met un peu des graviers dans la chaussure, quoi. C'est un peu désagréable, on n'a qu'une envie, c'est que quelqu'un commande cette étude, d'autres chercheurs disent non, on s'est trompé, ça venait d'autre chose, parce que c'est toujours rétro-pédaler un petit peu. Mais bon, c'est un petit peu comme ça aussi, hein. La recherche, en tout cas, la recherche est basée là-dessus. Il faut avoir le maximum de preuves possibles pour conclure que c'est efficace ou pas efficace. Et là, ils ne disent pas que c'est efficace ou pas efficace, ils disent juste, attention, dans certains cas, pris à haute dose, sous forme de complément alimentaire d'ailleurs, ça peut être nocif pour la progression d'une tumeur, voire les métastases, quoi. On passe à un autre sujet plus sympa. Donc, Breathe, donc respirer, la balle qui soutient la santé mentale. Donc, un étudiant en doctorat de l'université de Bath au Royaume-Uni a inventé une balle molle qui personnifie la respiration. Donc, se dilatant et se contractant en synchronie avec les inhalations et les exhalations d'une personne, conçue pour soutenir la santé mentale, cette balle offre une représentation tangible de la respiration, aidant ainsi les utilisateurs à se concentrer et à réguler leurs émotions.
Donc Alex Faral, l'inventeur, affirme que cette balle renforce la conscience de soi et l'engagement, favorisant ainsi une meilleure santé mentale. Donc des études montrent que l'utilisation de cette balle améliore significativement la capacité des gens à se concentrer sur leur respiration. Les participants qui ont utilisé la balle ont constaté une réduction de 75% de l'anxiété. Donc nommé PAWS, donc Physical Artifact for Well-Being Support. Donc cette balle pourrait être un outil précieux pour les professionnels de la santé mentale et le grand public. Elle fonctionne grâce à un retour haptique avec des capteurs qui transmettent les données de respiration à la balle via un ordinateur. Donc des études plus approfondies sur les avantages potentiels du système sont en cours. Et je vous ai mis une petite vidéo en anglais qui explique et qui vous montre comment fonctionne le bazar, quoi. Alors moi je trouve ça très bien, puisque c'est vrai que la respiration... c'est un outil clé de savoir respirer. Et c'est bien d'avoir un retour. Alors, moi, je vais vous dire, si vous faites de la respiration consciente, c'est facile d'avoir ce retour haptique, là, comme ils disent, comme si vous aviez une balle. Vous mettez la main sur le bide, et quand vous inspirez, ça se remplit. Quand vous expirez, ça se vide. Donc, le ballon, c'est votre ventre. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir sous les yeux, ou dans la main, ou... sous forme de bracelet qui pourrait se gonfler, se dégonfler, un retour en permanence. Parce que les problématiques, c'est pas quand on fait de la respiration consciente, on n'a pas de problème à respirer. Enfin, globalement, on n'a tous pas trop de problèmes à respirer. Les problèmes s'installent quand on n'est plus en train de penser à sa respiration. Par exemple, vous êtes au bureau sur un problème, ou vous êtes en train de faire... je sais pas, de regarder un film, ou peu importe, et c'est là où en fait la respiration peut devenir chaotique. Et vu que de la respiration consciente, ça représente un très faible pourcentage de votre journée, ce qui va dominer, c'est de la respiration inconsciente, donc autonome, faite par votre inconscient, votre système nerveux autonome, etc. Et là, c'est là où tout l'apprentissage se fait, en fait. C'est quand vous êtes en pilote automatique. Et si quand vous êtes en pilote automatique, c'est complètement dérégulé, vous ne vous en rendez pas compte directement que c'est votre respiration, vous vous en rendez compte parce que vous êtes anxieux, parce que vous avez l'impression de manquer d'oxygène, ou vous avez un petit peu des tachycardies, des choses comme ça. Et à mon sens, alors d'avoir le ballon peut-être posé sur son bureau, et de le voir se gonfler et se dégonfler quand on bosse, et quand on voit qu'il se gonfle par saccade, ou il se dégonfle par saccade, ou que l'un est beaucoup plus important que l'autre sur l'expire ou l'inspire, ça peut être intéressant. Mais il me semble que ce qui peut être super important, c'est d'avoir un retour permanent. C'est-à-dire que d'avoir, par exemple, sur une montre connectée, quelque chose, un truc qui vous dit là, vous respirez de manière chaotique, respirez mieux. Ça me semble beaucoup plus intéressant, parce que ça vous permettra déjà de savoir à quelle heure de la journée vos respirations sont les plus chaotiques. Par exemple, est-ce que c'est quand vous êtes au boulot, ou est-ce que ça se reproduit les mêmes quand vous êtes chez vous le week-end, etc. Et ça peut permettre exactement de mettre le doigt sur les moments, les endroits où vous devez faire très attention à votre respiration. Alors en quoi ça a une importance ? C'est de l'oxygénation, c'est de la gestion du stress, donc c'est une fatigue mentale en moins, une fatigue nerveuse en moins, et donc potentiellement un mode de vie plus actif, des séances de sport plus intenses, plus productives, plus régulières aussi, parce qu'il y a tout un tas de fatigue et de stress et de systèmes nerveux épuisés qui seront pas là en fait. Donc c'est en ça que c'est intéressant, ce genre de petites innovations, et c'est pour ça que j'aime bien en parler, parce que quand je vois que la santé mentale aujourd'hui, c'est plus de 50% de la population qui dit souffrir, avoir souffert, ou qui souffrira d'un problème de santé mentale, il me semble que c'est quelque chose dont personne ne parle facilement, on n'en parle pas facilement avec ses potes, etc., mais pourtant tout le monde en vit, quoi. Que ça soit le stress professionnel, le stress affectif, une rupture, peu importe. Et donc, toutes ces choses-là, tous ces outils-là, en secret, chacun sur Google va taper ces symptômes pour savoir comment les calmer. Bon, on en est tous là aujourd'hui, c'est comme ça,
Et ben voilà, il y a des outils maintenant pour essayer un petit peu d'aller de l'avant et de se sortir, pour sortir les doigts justement, pour essayer de réapprendre à bien respirer. D'ailleurs, j'ai moi-même essayé la respiration Wim Hof là, du gars du froid. Intéressant. Et j'en tire peut-être pas les mêmes avantages que... Parce que moi, je la combine pas au froid. Hein. Enfin, moi, les douches froides, ça existe déjà depuis un certain temps. Alors, je fais pas une douche froide. Je n'ai pas le courage et j'aime pas ça. Mais je fais une fin de douche froide. C'est-à-dire que je fais ma douche chaude et je fais une fin de douche avec de l'eau froide régulièrement depuis pas mal de temps. Mais c'est de l'ordre de quelques secondes. Alors pas à fond froid, hein, parce que là ça me coupe la respiration. Et c'est d'ailleurs un symptôme normal quand on n'est pas habitué au très froid. Mais fin, même en hiver, de finir par du plus que tiède, du tiède vers le froid, je le fais. Bref, pourquoi je dis ça ? Oui, parce que la respiration, moi, ce que j'ai vérifié avec sa méthode de respiration, donc que vous connaissez certainement plus ou moins tous, là, avec des fortes inspires, des courtes expires, 40 fois, et puis après, vous expirez. Alors d'ailleurs, moi, en expire et en retenant ma respiration, alors faites attention, ne faites pas ça dans l'eau, etc. Faites-le en présence d'une personne, n'allez pas vous évanouir et crever en testant ça. Mais la méthode, c'est, vous savez, vous expirez, vous expirez tout l'air après les 40 cycles inspire-expire. Vous expirez l'air de vos poumons sans forcer. Vous êtes en rétention, ils appellent ça la rétention, donc en apnée. Et puis vous retenez jusqu'à temps que ce soit... juste avant que ce soit désagréable, et là vous réinspirez pendant 15 secondes et vous repartez pour un cycle d'inspire-expire 40 fois, etc. Bref, vous connaissez. Ben moi, j'ai commencé en rétention, je voulais me chronométrer, donc rétention poumon vide, j'ai commencé à 1 minute 30, et là au bout de quelques jours de manœuvre, j'étais déjà à plus de 2 minutes 40 poumon vide. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Il me semble que c'est pas trop mal, puisque dans le bouquin, il disait que 30 secondes ou 1 minute, ça commençait à être bien. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Ah oui, parce que les avantages que j'en ai tirés moi, au-delà de me vanter que je tiens 2 minutes 30, c'est de... Moi, je médite déjà depuis longtemps maintenant. Hein. Alors, pas des méditations en mode 30 minutes ou 1 heure, mais des courtes méditations, mais tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. C'est un rituel, je le fais. Eh bien, l'avantage, je pense, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, c'est que cette méthode peut vous aider à atteindre plus vite un état méditatif. C'est-à-dire que pas durant les respirations forcées, les inspires forcés, expires, là, où là vous suroxygénez. Et d'ailleurs, moi j'ai un appareil Braun là, que vous mettez au bout du doigt pour tester les trucs en oxygène. Quand je fais l'exercice, je suis à 99 de saturation, ça monte cash, quoi. Oui, durant la phase de rétention poumon vide, vous arrivez à l'état méditatif très facilement. C'est-à-dire que vous êtes dans un état qui est par un petit peu cette hyperventilation, donc du coup vous baignez un petit peu dans une forme d'hyperventilation. Alors si vous êtes sujet aux crises de panique et aux crises d'angoisse, c'est un bon exercice aussi, parce que ça vous apprend aussi à vivre avec de l'hyperventilation, de gérer les symptômes de l'hyperventilation. Il l'explique facilement, lisez le bouquin si vous avez envie. Hein. Mais moi ce que j'ai noté surtout, c'est cette rapidité à rentrer dans un état méditatif. Et alors, est-ce que c'est parce que moi je médite déjà depuis longtemps et donc du coup, pour moi le chemin est plus rapide, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'en faisant, par exemple, si un jour j'ai du mal à rentrer dans ma méditation, parce que parfois ça arrive, on est pris par des sujets, et de faire des cycles comme ça d'inspire-expire à la Wim Hof là. Donc la pratique du Tumo, je sais même pas si ça s'appelle pas comme ça, avant que lui le popularise. Ça permet vraiment de bien rentrer là-dedans, quoi. Voilà. Et donc chez moi ça marche bien. Donc j'utilise pas sa méthode pour le froid ou autre. Je voulais, parce que beaucoup de personnes me posaient la question. Je suis très porté sur la méditation depuis des années, et sa méthode de respiration pour la suroxygénation me plaisait en fait. Et je l'utilise certainement pas comme il faut.
mais moi je fais mes propres expériences. Et vu que j'ai quelques outils pour mesurer, en plus, je peux vraiment tester, que ça soit la tension, que ça soit les rythmes cardiaques avant-après, etc. Et donc, par exemple, j'arrive à faire monter la saturation en oxygène en 10 respirations. J'arrive à le faire et j'arrive à le faire aux autres en plus. Donc, c'est quand même sympa. Bref, si ça vous intéresse, vous avez quelque chose qui s'appelle le guide nutrition sur les FODMAP et antinutriments, disponible depuis dimanche matin. Donc je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé si j'avais des cours là-dessus. J'avais déjà des chapitres de cours là-dessus, mais à l'intérieur d'autres cours, par exemple sur le ventre plat, etc. Aujourd'hui, je me suis totalement concentré sur les FODMAP et les antinutriments. Déjà les définir, savoir comment faire si vous êtes à risque ou sensible à ça, et vraiment vous donner le maximum d'outils pour que vous puissiez démarrer. Ça vous sert à rien de lire un gros bouquin là-dessus, puisqu'un gros bouquin, en fait, ils veulent meubler des pages pour faire 150 ou 200 pages, mais le contenu brut, le contenu net, on va dire plutôt, qui est utilisable des bouquins tiendrait en quelques pages. Donc imaginez que là vous avez les quelques pages suffisantes pour démarrer. C'est pour ça que j'ai appelé ça guide nutrition sur les FODMAP et antinutriments. C'est basé sur la science. Je me base pas sur mon chapeau. Je sors pas de mon chapeau comme d'habitude, hein. Donc tout ça est argumenté, tout ça est documenté. Vous avez le lien, vous avez un protocole. Je vous ai même mis des diètes qui excluent les FODMAP et antinutriments quand vous êtes pratiquant de musculation, et surtout des méthodes, parce qu'on est tous différents, et il y a une méthode pointue à suivre, pointue mais simple, hein, mais pointue dans le sens où elle est efficace, pour justement savoir si oui ou non vous êtes sensible à ça ou pas. Donc allez voir toutes les notes que j'ai mis en description de cet épisode, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.